On parle, pour le XVIIe siècle, du dressage des élites par Louis XIV. Aujourd'hui, peut-on parler d'un dressage du milieu populaire? J'ai intitulé ma communication d'aujourd'hui « Le conditionnement, le mariage est-il un dressage du comportement ?» Alors, selon une expression d'aujourd'hui, l'homme occidental serait de plus en plus conditionné, c'est-à-dire qu'on lui donnerait, dès les premières années de sa vie, des schémas de pensée imposés par la société matérialiste, alors que l'homme oriental serait moins conditionné parce que plus ancré dans le traditionnalisme. C'est bien sûr un jugement complètement subjectif. Les technologies modernes, d'origine occidentale, depuis le milieu du XXe siècle, notamment celle de la communication médiatique, avec la télévision et Internet, se sont désormais imposées mondialement, de telle sorte que presque toute l'humanité les connaît et s'en sert. Et qui peut dire que les us et coutumes n'étaient pas déjà une forme de conditionnement quasi inconscient, mais ils avaient l'avantage d'être le fruit de mentalités séculaires défendues bec et ongle par les peuples traditionnels, plus que d'une volonté élitaire de manipulation des masses populaires. Il n'y avait donc pas de conditionnement au sens où on l'entend aujourd'hui. C'est le russe Pavlov qui le premier a mis en évidence le réflexe conditionné du chien. Constatant que le fait de nourrir l'animal déclenchait chez lui le réflexe d'hypersalivation, il s'est demandé si ce réflexe pouvait être provoqué autrement. Il a donc fait sonner une cloche à chaque fois qu'on nourrissait l'animal et il a constaté, au bout de quelque temps, que celui-ci se mettait à saliver au seul son de la cloche, sans même qu'on lui serve à manger. Pavlov avait réussi à le conditionner. L'être humain d'aujourd'hui répond naturellement à de nombreux conditionnements qui provoquent chez lui des actes réflexes. Allumer machinalement la télévision ou l'ordinateur en rentrant chez lui, par exemple, alors qu'il n'a aucune intention immédiate de regarder l'écran. Là, on peut réellement parler de conditionnement. Peut-on parler de conditionnement pour les choix de vie que l'on s'impose ou qui sont imposés à l'homme par le seul fait de vivre sur Terre? Est-ce que le travail, par exemple, est un conditionnement? Ne pourrait-on pas vivre simplement de cueillette et de chasse, comme les premiers Robinson de l'île Bourbon? Et serons-nous pour autant moins conditionnés? La nécessité de se nourrir n'oblige-t-elle pas à exécuter chaque jour les gestes adéquats que les primitifs font sans réfléchir? Devrait-on considérer que c'est le Créateur, ou autre chose, selon la théorie de l'évolution, qui nous a conditionnés ainsi à notre existence terrestre? La vie sur Terre, travailler pour se nourrir par exemple, ne peut pourtant pas être assimilée à du conditionnement au sens où on entend ce mot en psychologie, à savoir, là où il y a un cerveau, il peut y avoir conditionnement, jusqu'au point de l'absence totale de jugement libre et réfléchi, écrit l'économiste Yvon Dionne. Les animaux et les humains, poursuit-il, peuvent être manipulés par l'association d'idées, de plaisirs, de sensations en général, par la maîtrise des relations entre les réflexes innés et ceux qui sont acquis. Ce conditionnement est obtenu par la propagande, c'est-à-dire une publicité visant à modifier les comportements. Alors c'est Yvon Dionne qui écrit ça dans un article du 17 janvier 2004 qu'il intitule « Deux petits exemples de conditionnement étatiste ».
in le journal Le Québécois Libre, numéro 136. Dionne est donc un économiste canadien qui a travaillé au service de l'État du Québec pendant plus de 20 ans. Alors, et le mariage? Peut-il être considéré comme une forme de conditionnement, comme le prétendait un de mes amis lors d'une discussion? Non, puisque c'est un choix généralement réfléchi de celui qui se marie. D'ailleurs, les institutions laïques ou religieuses qui régissent l'acte de mariage mettent le candidat à l'union sacrée devant ses responsabilités. C'est un engagement sérieux qui lui donne des droits, mais surtout des devoirs. En toutes circonstances, assurer secours et assistance à son conjoint et aux enfants qu'ils mettront au monde, au moins jusqu'à leur majorité. Considérer l'union d'un homme et d'une femme comme un conditionnement de la société occidentale est une erreur voulue par ceux qui cherchent à remettre en cause la structure familiale classique pour des raisons pas toujours avouables, permissivité sexuelle, consommation de plaisir, voire consommation tout court. L'enfant n'étant plus sous l'autorité d'un couple de parents responsables, il devient beaucoup plus manipulable comme consommateur. Là, il peut y avoir véritablement l'inculcation de très vilains réflexes conditionnés. Notons également que le mariage existe dans toutes les sociétés évoluées, en Orient comme en Occident. La polygamie africaine, arabe ou polynésienne n'exclut pas le mariage. Bien au contraire, la monogamie permet seulement de mieux contrôler les naissances, donc les origines héréditaires. Une des principales raisons du mariage reste quand même d'éviter l'excès de consanguinité et les inconvénients de l'endogamie, c'est-à-dire d'avoir des groupes sociaux trop fermés. Quant aux sociétés métissées, à l'instar des sociétés créoles, elles offrent souvent plus de tolérance, donc moins de conflits interethniques, mais les échanges interraciaux doivent se faire dans le respect de l'autre, sans rapport forcé, sans droit de cuissage. Le mariage officiel, c'est la reconnaissance de l'autre, de ses droits humains. Par exemple, les premiers colons blancs de l'île Bourbon devaient obligatoirement être mariés à leurs compagnes, blanches, malgaches, indiennes ou africaines. Par cet acte sacré, celles-ci n'étaient plus de simples objets de plaisir, mais bien des épouses à part entière que les maris devaient respecter. Les prêtres et même certains gouverneurs étaient là pour le leur rappeler. Alors, faisons une parenthèse. Je citerai le cas de l'ancêtre lointain de mon épouse, Jacques Maillot, dit La Bruyère, qui avait épousé en seconde noces, sa première femme indienne étant décédée, une jeune mulâtresse de 15 ans, alors qu'il avait 50 ans environ. L'inconvénient, c'est qu'il avait un fils du premier mariage qui, à 18 ans, vivait encore sous le toit paternel. Et ce qui devait arriver, arriva. Le vieux étant un peu alcoolique, les deux jeunes tombèrent amoureux l'un de l'autre. Eh bien, Antoine Boucher, l'auteur d'un mémoire sur les premiers habitants de l'île Bourbon, qu'il rédige en 1711, note bien que c'est le gouverneur en personne qui vint chez les Maillots faire partir le fils indigne. Alors le mariage existe bien aussi dans les sociétés orientales, mariage musulman, hindouiste ou bouddhiste. Il y est parfois plus contraignant que dans les sociétés occidentales. Ce dualisme Orient-Occident est d'ailleurs une très mauvaise vision ethnocentrique de quelques occidentaux. Les sociétés humaines, à quelque endroit où elles se trouvent sur Terre, ne sont pas fondamentalement opposables les unes aux autres. Et il y a parfois plus de ressemblances de mentalité entre des peuples très éloignés géographiquement qu'entre des peuples voisins. Le fait de parler d'un Occident matérialiste qu'on pourrait opposer
au spiritualisme oriental est selon moi une vision complètement déformée. Quand je vois des Tibétains transportés par des cols escarpés à plus de 4000 mètres d'altitude, sur des centaines de kilomètres de sentiers, des machines à laver sur leur dos, je me dis qu'ils ne vivent pas, eux non plus, uniquement de réflexion spirituelle. Leurs épouses en ont marre de laver le linge à la main, comme nos mères européennes il y a une cinquantaine d'années. Alors pour terminer, j'évoquerai rapidement le mariage dit pour tous en France, loi toute récente qui concerne, reconnaissons-le, une très faible minorité d'homosexuels. On peut être pour ou contre et avoir des arguments apparemment valables d'un bord comme de l'autre. Je n'entrerai pas dans ce débat-là, mais ce mariage-là est-il le résultat d'une forme indirecte de conditionnement du fait que l'homosexualité serait elle-même non pas une orientation choisie, mais un état intrinsèque, ce qui est loin d'être prouvé? Je pose la question. Et la réponse, à mon avis, est sans équivoque, non. Les gays et les lesbiennes qui décident de se marier comme les hétérosexuels en font bien le choix. Et ils font aussi le choix, il ne faut pas qu'ils l'oublient, de faire vivre à leurs enfants nés d'unions hétérosexuelles antérieures ou adoptées une vie qui peut les marquer définitivement. Là, il y a un conditionnement qui n'est pas lié au mariage lui-même, mais simplement à la vie en couple d'homosexuels sous le regard de jeunes en bas âge.